Bon, on aura fini par y arriver. Comment Ouais, allez-vous? ouais, super. C'est l'essentiel, c'est d'y arriver. Oui, voilà. Pas trop compliqué après cette soirée mouvementée? Ouais, tu crois que tu étais présent hier sur Oui, le oui. sur le stream quand il y a eu, dans un premier temps, l'alarme et puis après dans un second temps le fait qu'on soit obligé de partir, l'évacuation. Donc il a fallu que je trouve, un hôtel rapidement et donc ça s'est fait, hein, rien de grave, mais voilà, ça a pris un peu de temps. Oui, bah, Donc la nuit a été courte. c'est relativement surprenant du coup. Apparemment, on ne m'entend pas dans votre stream. Alors, vous inquiétez pas sur le stream si vous voyez un décalage. L'image que vous avez, c'est l'image de Denis sur son live. Et le son vient de Discord. Donc, il y a forcément un décalage son et image. Et ça, c'est Normalement, pas. ça devrait être bon, j'ai monté le son et vous me dites sur le chat si c'est bon. Est-ce que tout le monde entend correctement des deux côtés? Ça va, parfait. Bon, bah, en tout cas, Super! merci d'avoir accepté de venir. Alors, c'est la première fois que je fais l'exercice. Liste de formation comme. Ouais. Moi, j'ai une formation en sciences politiques. Je suis ancien collaborateur parlementaire au Sénat et anciennement engagé chez les LR. Je n'y suis plus d'ailleurs. Mais bon, tout le monde est au courant de ça. Je suis pas du genre à le cacher. Voilà. Parce qu'on on sait que certains arrivent un peu en sous-marin sur Twitch sans forcément révéler d'où ils viennent, qui ils sont, etc. pour qu'au final on se rende compte qu'ils peuvent être apparentés. Donc l'objectif, voilà, aujourd'hui, c'est pas forcément une interview, c'est plus un échange qu'on peut avoir sur des thématiques ou autres. J'ai quelques questions qu'on a déjà commencé à me poser en amont. Et voilà, est-ce que vous avez quelques sujets que vous souhaiteriez qu'on évoque? Alors, Non, non, avant, mais je d'accord. Bon, bah, avant, je bah, rappelle, du coup, vous êtes élu depuis 2017, secrétaire de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et membre de la délégation aux droits des enfants et streamer actuellement depuis 2021. Est-ce que j'ai bon à ce niveau-là? oui, oui, c'est bon, c'est bon Parfait. et tu dis que tu es pas journaliste de formation, ça tombe bien, je suis pas politique de formation. Oui, je sais, vous travaillez, je sais pas si on peut dire le nom de l'entreprise, vous êtes en dispo de ce que j'ai compris hier. Exactement, tout à l'aise. Voilà. Donc, bah, bienvenue sur la chaîne. Alors, quelques petites questions. On sait que vous avez un côté un peu gamer. J'ai Easy Gaming qui me demande est-ce que vous avez encore le temps de jouer à WoW euh, ou êtes-vous sur de nouveaux jeux? Je reste toujours attaché à World of Warcraft et je continue à jouer à World of Warcraft. En fait, c'est un moment que je partage avec ma femme. Heu, Certains se posent devant la télévision, nous on se pose devant une instance ou un raid donc j'essaye, mais trop peu souvent, mais si la question est celle-ci, oui, j'ai acheté l'extension et oui, j'ai up. D'accord. Donc vous arrivez encore à trouver le temps, même s'il doit se faire un peu plus rare, j'imagine. Pour, Forcément après, comment dire? Il faut aussi passer un peu de temps en famille. Je pense que c'est aussi l'opportunité de passer un peu de temps, voilà avec ma femme que je vois trop peu souvent et auquel d'ailleurs je m'excuse auprès d'elle de mes absences répétées. Même si et elle du m'écoutera pas ce matin. à cette heure-là, peut-être pas. Peut-être qu'elle sera au travail ou avec les enfants, je Elle ne est sais pas. elle est déjà au travail à cette heure-là. Ah, déjà avec au travail. Et du coup, bah, alors, hier, je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué là-dessus. Sur Sam Zira qui fait des interviews de politique maintenant. C'est quelqu'un qui interviewe des personnalités de télé-réalité. Je sais pas, quelqu'un m'a envoyé ça dans mon Discord. J'ai cliqué dessus et la personne interviewée Alma, la députée Alma LFI Alma Alma, Dufour. Alma Dufour. Et du coup, bah, là, ce que vous me disiez, ça me fait ressauter sur quelque chose. Est-ce que, en tant que député, au vu de la charge de travail, etc., vous êtes heureux ou pas? Parce que dans son interview, elle nous a dit non. Elle a dit non dans l'interview parce que par rapport au temps que ça prend, par rapport au sacrifice sur le plan personnel, etc. Et du coup, ça me fait rebondir là-dessus. J'espère que c'est pas trop indiscret. Mais est-ce que, avec cette charge, avec le travail que ça fait, les sacrifices que ça entraîne, est-ce que vous êtes heureux depuis le début de votre mandat à ce niveau-là?
C'est une question qui, à mon avis, nécessite une réponse qui, est équilibrée. Heu, C'est-à-dire que la réponse «oui» ou «non» me semble être, assez manichéenne. Il y a parfois dans, la mission qui est celle de député, des éléments qui me satisfassent et qui me rend heureux et puis il y a aussi, des difficultés, tant par rapport à la charge de travail que par rapport, parfois, à la complexité de pouvoir faire avancer ces dossiers. Quand on vient du monde de l'entreprise, en général, il y a un problème, on le résout assez rapidement. Force est de constater qu'en politique, l'échelle de temps est souvent, bien différente et bien souvent beaucoup plus longue et pour avoir des résultats, il faut beaucoup plus de temps et d'énergie, mais est-ce que c'est fatigant? La réponse est oui. Est-ce que, je suis super méga heureux? La réponse est pas forcément, mais voilà, j'ai quand même des victoires qui me permettent d'être satisfait, je le pense, de ce que du travail que j'arrive à réaliser. D'accord. Et je trouve que Je sais c'est pas si ma réponse est claire? Si, si, je vois où vous voulez en venir, mais je trouve que c'est intéressant d'appréhender ce sujet, euh, parce que c'est vrai qu'il y a, c'est le genre de domaine, quand on touche à la politique, euh, surtout quand on n'est pas forcément dans le métier comme dans votre cas de base, enfin le métier, dans la mission, c'est plus une mission qu'un métier, faire de la politique, que c'est une mission que les gens vous donnent, mais je dirais que ça peut être un choc un peu quand on y arrive dedans la première fois, ça peut être un choc sur la manière de vivre au travers de enfin, par rapport au temps que ça prend, par rapport aux sacrifices qui peuvent être nécessaires sur l'image publique, etc. Et c'est vrai que je trouve intéressant que cette question puisse être posée de temps en temps. Donc, Alors c'est vrai que je te réponds ça le 10 octobre 2024. Tu pas tu, je te tutoie, hein, je me permets. d'accord, Heu, pas de Tu souci. peux faire pareil d'ailleurs. D'accord, Tu parles de choc. Heu, c'est vrai que quand tu n'en es pas prêt, moi j'étais pas prêt plutôt à être élu en 2017. J'ai eu une première année extrêmement compliquée, extrêmement difficile, j'ai failli, abandonner après 1 an. Abandonner d'accord. parce que outre le fait qu'il y ait beaucoup d'heures, à réaliser, j'ai trouvé, voilà, c'est une opinion personnelle que, les critères qui étaient les miens quant à la, mesure de l'efficacité d'un travail, d'une mission, n'étaient pas les mêmes entre la politique et le monde de l'entreprise et je l'ai très mal vécu. Voilà, je sais pas si tu veux que j'aille plus loin dans Si vous le souhaitez, mon vous pouvez y expression? aller. Vous pouvez y aller, vous avez le temps. Beh, en vrai, lorsque je suis arrivé en 2017, il y a le ministre de l'économie de l'époque, Bruno Le Maire qui a dit: «Bonjour mesdames et messieurs les députés, sachez que je veux faire un texte de loi important pour la transformation des, entreprises, qui s'appellera la loi Pacte, vous avez 1 an pour vous préparer, pour pouvoir apporter vos contributions» et donc j'ai écouté ce discours avec beaucoup d'intérêt et suite à ça, j'ai passé pas mal de temps dans ma circonscription, rencontrer des syndicats, des patrons d'entreprises et j'ai fait un document de plusieurs dizaines de pages sur, les propositions du territoire dans la perspective de la loi Pacte et la loi Pacte, est arrivée et il y a eu une commission spéciale qui s'est créée donc en fait, c'est une commission différente et ponctuelle de l'Assemblée nationale pour travailler sur un texte de loi et il y a eu un appel à candidature. Et donc, j'ai postulé au fait de pouvoir intégrer la commission Pacte en, envoyant un email d'une page expliquant pourquoi j'étais légitime pour intégrer la commission Pacte, la commission spéciale Pacte et en mettant l'ensemble des documents de mes travaux en disant: «Voici, voilà tous les travaux avec déjà 10 propositions d'amendements» et cetera, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Et quelques jours après, on reçoit un email avec les personnes qui étaient, sélectionnées, qui étaient compris, dans la loi Pacte, enfin dans la commission spéciale et je n'y étais pas. Voilà, j'avais travaillé D'accord. 1 an sur ce texte et j'y étais pas et c'est la première fois, de ma vie où, j'ai eu entre guillemets pour ce que je qualifierais moi de gros échecs. C'est-à-dire Oui. de travailler dur pour atteindre un objectif que je n'avais pas réussi
Et j'ai regardé les personnes qui étaient, présentes dans cette commission spéciale et pour moi, un certain nombre, n'avaient pas forcément autant travaillé que moi. Après, bien sûr, c'est une analyse personnelle, hein, qui peut être discutée. J'ai demandé donc à rencontrer, les personnes qui étaient en charge de la gestion du groupe parlementaire, La République en marche à l'époque. Et la réponse qui m'a été faite, c'est de dire: «Ah bon, Denis? Les sujets de l'industrie t'intéressent?» Et donc je me suis rendu compte à ce moment-là que les gens, ils avaient même pas pris le temps de lire ma candidature et de lire mes travaux et qu'ils avaient mis dans la commission spéciale un Des certain nombre amis, de personnes par rapport au réseau. Et ça, j'étais pas prêt. oui. Parce que moi qui viens, d'une famille très, très modeste et qui était confrontée à de nombreuses difficultés toute ma vie, j'ai toujours réussi à m'en sortir, excuse-moi, par le travail. Le travail, le travail. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, en politique, le travail, c'est pas forcément le critère qui permet, de pouvoir aboutir à ce qu'on souhaite». Et Ah, mais donc, j'ai écrit ma lettre de démission et j'étais prêt à l'envoyer. Et puis j'ai quelques collègues députés qui m'ont expliqué pourquoi c'était pas judicieux, qu'il fallait que tu prennes un peu de temps pour réfléchir. Et ça tombait bien parce que c'était juste avant les vacances d'été. Et donc j'ai pris le temps pour les vacances d'été de réfléchir et je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, si j'avais pas été pris dans cette commission spéciale, c'est parce que j'avais mal travaillé. C'est-à-dire que le système était ainsi fait, qu'on peut l'aimer ou pas, mais qu'il est comme ça, et que j'aurais dû mieux le comprendre et mieux m'y adapter. Et que si j'avais pas été dans la commission spéciale, le premier responsable, c'était pas le système, c'était moi-même. Parce qu'en fait, il fallait que je m'adapte au système. Ça veut pas dire que je rentre dans le système et que, je fasse comme s'il n'existait pas, mais il est comme ça et en fait, c'est à moi de comprendre qu'en plus de faire mon travail, je dois être capable de faire mon réseau et capable de faire savoir aux personnes qui sont décisionnaires les missions que je fais au fur et à mesure. Voilà et ça a été pour moi un moment très, très compliqué, psychologiquement parce qu'il a fallu que je me remette en cause et c'est souvent plus facile d'ailleurs de dire que c'est la faute aux autres. On est d'ailleurs un peu la société de s'il y a un problème, c'est à cause des autres, que de se dire que finalement peut-être que la première responsabilité, c'est la nôtre et de savoir comment on peut s'y adapter. Donc oui, forcément par rapport à ta question, j'ai pas que des moments difficiles et j'ai même failli à un moment donné, abandonner. D'accord, j'entends. Mais c'est vrai que du coup, ça fait. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un mur entre le monde du travail à proprement parler et quand on touche directement à tout ce qui va être la politique ou le réseau. Après, il y a aussi les hautes instances dans le monde du travail, hein, parfois, et où le réseau, ça va souvent primer sur la compétence. Et, et je pense pas que ça soit forcément. Là, c'est un avis personnel, vous qui ayez mal fait le travail, c'est plus que vous n'étiez peut-être pas à ce moment-là habitué à un moule auquel vous devriez être confronté, ou du moins vous pensez peut-être pas que ce moule allait être si important, cette barrière un peu du, du réseau pour avoir les postes un peu. Parce que malheureusement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent euh, dans ce qui va toucher à la politique, et la guéguerre pour les postes un peu, c'est ce qu'on entend, et c'est ce que de manière générale et de plus en plus fréquemment, les gens détestent quand on parle de la politique. C'est ce jeu de on se bat pour avoir des postes, on se bat pour avoir des places, et tout se fait au réseau au dépit des compétences. C'est quelque chose que moi que j'ai beaucoup entendu. Ah là, je vois dans le chat d'ailleurs, bonjour à tous ceux qui arrivent, ceux qui parlent en disant la gueule de la démocratie représentative, le mur de la méritocratie, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus fréquemment, je trouve, ce genre de critique, quand, quand on a ce genre de retour, comme vous pouvez, comme tu viens de nous faire. Voilà. Ah mais tu Mais tu vois par rapport à ce dont tu parles, moi je suis pas d'accord en fait. Enfin, c'est pas la notion de méritocratie. Il y a des gens dont le vrai travail, c'est de faire du réseau et en fait, c'est une des compétences nécessaires quand on fait de la politique, qui est pas forcément nécessaire dans les missions qui étaient les miennes par le passé et en fait, c'est comme ça et justement, c'est important quand on fait de la politique d'être capable de construire son réseau, de faire passer ses messages et c'est pas uniquement le travail des dossiers qui est l'une des compétences et l'un des critères de mesure d'un député. Et donc un député qui va aller prendre une demi-heure pour aller boire un verre avec notre collègue député, c'est pas qu'il fainéantise, c'est qu'il échange sur ses dossiers et qu'il prépare, enfin qu'il construit des alliances, des coalitions à venir.
Oui, bien sûr. Ah non, mais ça, je n'ai aucun doute sur le fait que ça soit très important, déjà pour la cohésion d'un groupe, mais aussi parce que souvent, c'est ce qui est, comment dire, ce ne sont pas les moments les plus officiels qui peuvent être les plus constructifs, voilà, pour faire avancer un dossier. Ça va être les petits échanges, les dîners, les phrases, des fois, le fait d'échanger sur un sujet à part, ça peut faire émerger quelque chose qui fait que, voilà, derrière, on va revenir dessus plus globalement avec l'ensemble d'un groupe ou d'une commission. Mais oui, oui, bien sûr. Après, voilà, ce que je voulais dire dans la critique qui pouvait être faite, c'était que malheureusement, certains considèrent que c'est uniquement les compétences qui devraient primer. Voilà. C'était sur ça qu'était fondée ma Et critique juste avant. faire le réseau enfin, faire du réseau fait partie d'une des compétences. C'est pas la seule, parce Oui, qu'à la fin des fins, s'il y a que du réseau, on n'y arrive pas en politique. Je pense qu'en fait, il faut associer les deux, le réseau et le travail. Et avoir que du réseau, c'est pas, à mon avis, efficient. Que du travail, c'est ce que je disais, c'est pas efficient. Il faut trouver l'équilibre nécessaire. mais Parce que la réalité, c'est que tous les députés, enfin, pour moi, les députés que j'ai vus travailler le plus dans ma vie parlementaire sont aujourd'hui des gens qui ont des responsabilités. Quelqu'un comme Gabriel Attal ou comme Aurore Berger, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas le volume de travail qu'ils sont capables de faire dans une journée. C'est impressionnant. Mais en même temps, ils développent leur réseau. oui, bien sûr. Mais là, du coup, ça me fait. Là, qu'est-ce qu'on me dit? Ah bah ça fait partie, ça part un peu dans le privé, l'aspect privé, je vois dans le chat, dans les petites entreprises. Faire du réseau, donc pas étonnant que ça soit pareil à la haine, etc. Oui, oui, bien sûr. Mais là, du coup, vous voyez, ça me fait réagir à quelque chose. Juste avant, tu as dit, euh, avoir du réseau, ça ne suffit pas pour se faire élire en politique potentiellement. Eh ben, je suis pas si sûr que ça. Je suis pas si sûr que ça parce que je me dis que parfois, j'ai l'impression, avoir du réseau, c'est décrocher une étiquette et une étiquette, ça peut faire gagner sans faire campagne. Et je prendrai l'exemple, par exemple, de territoires ultra favorables à certains partis politiques. Des gens qui pourraient ne quasiment pas, voire pas faire campagne, se faire élire uniquement sur le dos de l'étiquette qu'ils ont obtenue par réseau et pas forcément par compétence ou autre. Voilà, on a déjà entendu des personnes qui pouvaient être parachutées quelque part ou qui, et de tout parti politique, hein, parce que en 2017, je ne suis pas sûr que tous les députés de la majorité, aussi nombreux qu'ils étaient tous compétents et avec du réseau. Je pense que quand on pense à, par exemple, un Joachim Sonneferger, je suis pas si sûr qu'au niveau, que hors du réseau, il y a eu vraiment quelque chose sur la compétence, parce que, enfin, c'était par exemple une erreur de casting, je pense. Donc, mais Et pareil, par rapport à ce dont tu parles, je suis d'accord avec ce que dit Easy Gaming. Se faire élire, oui, mais pas durer. hmm, Et la réalité, c'est que moi, en 2017, j'ai été élu sur la vague et non pas sur la compétence. Dans ma circonscription, les gens savaient que j'y travaillais, que j'étais ingénieur chez Thales. Et pour beaucoup, c'était la seule et unique information qu'ils avaient. D'ailleurs, ils m'ont fait confiance et je leur remercie. J'ai la faiblesse de penser que j'ai beaucoup travaillé, qu'aujourd'hui, le travail que j'ai fait est reconnu. Et encore, je pense que si on pose la question, pas tous seraient d'accord. Mais en 2007, en effet, j'ai été élu, alors même que j'aurais pu être quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'incompétent à l'avenir. Donc non, je pense qu'il y a aussi la notion de vague. Tu as raison, mais je crois pas que tu dures en politique hmm. avec la notion de vague. Et ne serait-ce que pour être réinvesti quand tu es dans une circonscription de ce type-là, qui sont des circonscriptions très recherchées, il faut que tu sois capable dans ton parti de t'imposer. Oui, parce que évidemment, quand c'est des circonscriptions gagnables uniquement sur l'étiquette, quand il y a des difficultés électorales, on va dire, on envoie les grosses têtes là-bas pour être sûr qu'ils se fassent réélire, c'est sûr. C'est vrai qu'on est souvent dans cette Exactement. configuration-là. Ça me fait penser à Bompard à Marseille, par exemple, qui avait remplacé Jean-Luc Mélenchon après qu'il soit parti. C'était une circonscription imperdable, voilà. Mais Faut... Je sais pas si tu le sais, mais sauf erreur de ma part, Madame Le Pen est plutôt parisienne. oui, bah oui, évidemment. Et là, maintenant, oui, c'est sûr qu'elle est pas à Paris en ce moment. Sa circonscription n'est pas parisienne. Non, c'est clair. Mais et même dans d'autres cas, il me semble que Agnès Pannier-Runacher, il y avait eu une histoire de parachutage, il me semble, qu'il y avait eu des critiques localement. Enfin, après, ça touche à tout le monde, c'est pour ça. On a parlé de Bompard, là, on a parlé de Le Pen, Pannier-Runacher. Mais voilà, les parachutages sont considérés comme une plaie un peu. Et c'est pour ça que des fois, ça m'avait fait réagir
d'ailleurs, ben, je ressaute dessus sur la proposition de loi qu'avait fait Jérôme Nury chez les LR pour l'interdiction du parachutage. Alors, c'est vrai que sur ce sujet, j'ai un peu une double question. Si, déjà, est-ce que pour ou contre l'interdiction, mais et autrement, si on devait aller plus loin, si cette interdiction du parachutage devait avoir lieu, est-ce qu'il ne faudrait pas permettre une forme de retour au cumul des mandats pour permettre aux élus locaux, justement, qui ont donc un certain poids localement, de se présenter si en plus le parachutage est interdit? Est-ce que l'un ne peut pas se faire... Enfin, si l'un se fait, ça doit se faire avec l'autre aussi, par exemple? Nous sommes dans un moment qui me semble être assez compliqué malgré tout. On a un budget qui va être très dur à trouver. On a une Assemblée nationale qui est divisée en 3 gros blocs. On a des Français qui ont aujourd'hui beaucoup de difficultés et il y a certaines personnes qui aimeraient, ou du moins qui poussent des propositions de loi, j'en pense à 2. Celle qui vise à assurer ou à être opposée, au parachutage et l'autre qui vise à s'assurer que, il y a uniquement ta photo sur ton affiche de campagne. Deux députés de Des droite po républicaine, d'ailleurs. 2 députés LR. Et moi, je vais juste poser une question. Et si au lieu de penser aux députés, à nous et aux élections, on essayait de s'occuper des Françaises et des Français et de faire des propositions de loi qui changent la vie des Françaises et des Français? Je dis pas que c'est pas des sujets intéressants, mais il me semble pas que ce sont des sujets aujourd'hui, prioritaires, primordial et en vrai, il y a personne dans ma circonscription, il y a 0 personne qui est venu me voir en me disant: «Monsieur Masséglia, cette PPL, elle est vachement bien, il faut que vous vous engagiez à la voter». Oui. Et je vais aller plus loin, je suis de ceux qui ont refusé de cosigner la PPL à l'époque sur les punaises de lit. Ah oui, la fameuse. Il y avait eu, d'ailleurs, je crois que c'était à l'initiative de la Russie, il y avait eu une montée, médiatique en France en disant: «Il y a des punaises de lit partout, Ah, c'est que fait l'État?» Et à alors l'approche du Covid, forcément, oui. voilà, dans la capacité incroyable qu'a le politique à prendre de la hauteur sur les sujets du moment, il y avait eu une proposition de loi transpartisane où quand vous avez des punaises de lit chez vous, vous avez un numéro vert à appeler pour vous faire accompagner. Non mais attends, on a, à mon avis, d'autres choses à faire, nous, en tant que députés, de réagir soit par rapport à notre intérêt à nous, personnel, pour les prochaines échéances électorales, ou par rapport à l'actualité, on doit prendre de la hauteur. Et je trouve que là-dessus, franchement, ces PPL, je ne serai pas dans l'hémicycle quand elles y passeront, quoi, si elles y passent. J'ai autre chose à faire. J'ai du travail, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai Après, que sur c'est... le cumul des mandats, Voilà. moi, j'y Sur- suis pas favorable. Pourquoi? Parce que, beh, par exemple, là, je suis arrivé à Paris, mardi matin. Je finirai, je pense, vendredi matin. À partir de la semaine prochaine, il y a le budget. Il y a des jours où je vais arriver à Paris le lundi pour repartir le samedi. Et en vrai, je vois pas comment on peut bien mener sa mission à l'Assemblée nationale et bien mener sa mission au niveau, d'une commune. Donc clairement, je suis pas favorable aujourd'hui à un cumul des mandats et je suis d'ailleurs, pas favorable à un cumul dans le temps. Je pense que 15 ans maximum, c'est pas mal. 15 ans maximum, mais du coup, à un même poste, c'est-à-dire 15 ans de député, ou Oui, oui, bien 15 sûr, ans je parle. maire, ou... Parce qu'après, ceux qui font député, puis maire, puis sénateur, c'est encore autre chose, hein, mais... C'est Et Zaldarf qui posait la question du cumul dans le temps. oui, oui, je vois ça, justement, c'est pour ça que je réagis à sa question. Dans Cumul dans le sang, Zaldar, ce que tu veux dire, c'est sur un même mandat, ou dans la politique en général, parce que c'est vrai que c'est deux choses distinctes, hein, quand on sait que des fois, avant d'être maire, il y en a, ils sont conseillers municipaux, mais du coup, conseillers municipaux et maires, ce sont deux mandats différents, même si c'est municipal, et ensuite, il y a les autres échelons. Donc c'est pour ça que je demande Je de, parlais, de précision. de mandat de député. D'accord, ok, pour tout mandat électif, Zaldarf qui précise. Hem, Ça me paraît compliqué, perso. Tout mandat électif, j'y suis pas forcément favorable, même si en fait, on peut faire quelque chose de nuancé. Je vais m'expliquer par exemple sur un mandat de maire. Lorsque tu es dans une commune, et comme il y en a quelques-unes en France, de 150 habitants, des Ouais. fois, tu as un maire qui est là depuis plus que 18 ans parce que
6 ans les mandats de maire. Et en vrai, il y a personne d'autre qui veut le remplacer. Et la personne, elle fait ça, mais ça lui prend d'ailleurs beaucoup de temps parce que c'est une petite commune et les maires de petites communes passent beaucoup de temps, mais il le fait de façon plutôt bénévole. Et donc là, je ne me vois pas lui dire: «Ça fait 18 ans que tu es maire, tu arrêtes». Qui plus est, il y a de fortes chances qu'il y ait personne qui a envie de le remplacer et que tout le monde lui pousse à repartir parce que c'est le seul qui est prêt à vouloir s'engager. Oui. Par contre, peut-être que sur une grande commune, pour lequel on pourrait définir un critère de nombre, je ne sais pas, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, peut-être qu'on pourrait voir à ne pas faire plus que 3 mandats. Je ne sais pas, mais tu vois, ça serait peut-être l'analyse, la réflexion que je pourrais avoir. Sachant qu'en plus, je rebondis là-dessus, mais les maires des toutes petites communes qui ont moins de 100 habitants, par exemple, ou quoi, qui sont extrêmement nombreuses en France. Je rappelle qu'on a plus de 30 000 communes en France. Euh, Ce ne sont pas des maires qui peuvent se verser des salaires par rapport à leur mandat de maire en plus. C'est-à-dire que, au vu de la taille de la commune, souvent c'est plus souvent une charge qu'un avantage. Et comme tu viens de dire, ce sont les seuls qui souhaitent et qui acceptent cette mission qui est une charge supplémentaire pour la majorité. Et c'est vrai que là, ça pose d'autres questions, pour le coup. Non, mais encore une fois, finalement, c'est un bon débat, qui mériterait d'être là, mais si demain on l'ouvre, je vois déjà arriver les mots dans la presse, les députés s'occupent des communes, libre administration des collectivités, faites confiance aux électeurs, s'ils en ont marre de nous, ils nous remplaceront. C'est d'ailleurs un peu un sujet que dès qu'on essaye d'aborder avec sérénité, on n'arrive pas à garder la sérénité et c'est dommage. Oui. Et d'ailleurs, du coup, là, on parlait des villages. Je ressaute sur la question de Mathilde. Il n'y a pas de panneau. Euh, à- Vu la place que commencent à prendre les intercommunalités et leurs compétences augmentées, qui est de plus en plus rapide, est-ce qu'à terme, les villages ne seront pas plus gérés par les intercommunes que par les mairies? D'ailleurs, pour compléter, il me semble que hier, j'ai vu une QAG dans laquelle euh, Barnier avait accepté que pour, je crois, 2 compétences, les mairies aient le droit de garder ces compétences si elles le souhaitaient dans un cadre d'une meilleure gestion que l'intercommunalité. Mais je me rappelle plus lesquelles c'est. Mais du coup, cette question de est-ce qu'à terme les intercos ne vont pas davantage gérer les villages que les mairies sur les compétences? C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre de façon, très précise. La vision que j'ai par contre, c'est une vision personnelle, et sur laquelle, elle n'engage que moi et pas du tout mon parti politique, pas du tout, d'autres personnes. C'est qu'aujourd'hui, il y a trop de strates, au niveau des collectivités territoriales. Je rappelle, il y a la commune, l'interco ou l'EPCI ou l'agglomération, mettez le nom que vous La voulez. métropole, oui, oui. Voilà, on parle plutôt de 2 PCI. On a le département, et la région. Oui, Eh beh, d'un point de vue, personnel, je considère qu'il y a, une strate de trop, à minima, qui pourrait être la strate départementale. Et je pense qu'à un moment donné, on devrait repenser, complètement, en fait, les compétences de chacune des strates et peut-être même le mode électif de chacune des strates pour réduire tant faire se peut le nombre d'élections. Je ne serais pas gêné aujourd'hui qu'il y ait qu'une seule élection pour, la mairie, le PCI et la région en supprimant le département et qu'on libère des créneaux de vote pour faire des votes sur des sujets, de ouais, société. type Êtes-vous pour référendum. ou contre la légalisation du cannabis? Êtes-vous pour ou contre la loi fin de vie? Ou le droit de choisir votre fin de vie? Et je pense que ça serait redonner de l'air à la démocratie, à la République, en mettant moins de votes pour des personnes, parce qu'en vrai, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes dans le chat qui connaissent la compétence réelle du département ou de la région, qui parfois sont partagées avec le PCI et la commune. Et donc, en fait, sur un projet, il faut avoir 3 ou 4 élus différents avec 3 ou 4 financements différents pour pouvoir le clôturer. Et donc plutôt faire moins de The Strat et passer un peu plus de temps à poser des questions à nos concitoyens sur des sujets qui, les intéressent plus, plutôt que des votes pour des personnes, monsieur ou madame, enfin monsieur Masseglia ou madame machin. D'accord, oui, je vois. Alors, juste, merci Bemartil pour le follow. N'hésitez pas, je vous fais un petit shout-out à aller. Ah non, je l'ai fait trop récemment. Bah, n'hésitez pas à aller suivre Denis en cliquant, voilà, vous voyez à côté du titre, il y a marqué avec qui on stream. N'hésitez pas à les follow là-bas aussi. Bah, il me semble que tu streams les jeudis soirs quand il n'y a pas d'alarme à l'assemblée.
les- Dans les mardis, en fait, les mardis soirs, c'est Bourbon sans filtre à 20h. Ah oui, les Il y a le mardis, pardon. jeudi matin. Et puis là, je vais faire un gros bloc sur les élections américaines. Ah, tu comptes faire une nocturne pendant le débrief des résultats ou Plus que la nocturne, j'ai déjà vu avec plusieurs personnes. Et je peux penser par exemple à Roland Lescure, qui est député des Français de l'étranger, ancien ministre de l'Industrie, qui sera présent à la fin du mois sur un stream. D'accord, super, super intéressant. Et du coup, pour revenir donc là rapidement à ce qu'on disait sur les différentes strates, euh, est-ce que, selon toi, quelle est la strate qui a le plus vocation à disparaître? Personnellement, je partirais plus sur, malgré tout ce qui peut être lié à la culture qui est proche du département, etc., parce qu'on se rapproche plus à une culture du département qu'à la région, on a vu des grandes régions aujourd'hui qui ont un peu perdu de cet aspect-là. Est-ce que le département est voué à disparaître comme on l'entend depuis maintenant des décennies, que ça fait des décennies que tout le monde nous dit, enfin que de plus en plus de monde nous dit les départements vont disparaître, on va les dissoudre dans autre chose, etc. C'est les intercos qui vont prendre leur place. Qu'est-ce que t'en penses à ce sujet? Je suis favorable, moi, personnellement, à la suppression des départements. Je fais un coucou à la présidente de département de Maine-et-Loire qui fait un travail extraordinaire. Et le sujet, ce ne sont pas les élus, mais ce sont plutôt les strates. Je pense que la région est une strate intéressante pour les compétences surtout la compétence principale qui est la sienne, à savoir l'économie. À un moment donné, quand tu veux avoir un vrai impact sur l'économie, il faut avoir des budgets conséquents. Et donc, pour avoir des budgets conséquents, il faut avoir une taille minimale. Pour moi, les départements, ils peuvent être remplacés par. Alors, je parle bien sûr des départements, non pas le Maine-et-Loire. Je dis pas qu'il faut supprimer le département de Maine-et-Loire. Il faut supprimer, selon moi, l'échelle départementale. Il faut supprimer l'échelle départementale politique et garder par contre les préfets. Euh, et donc transférer la compétence du département, qui est la compétence principale, qui est le social, à mon avis, aux EPCI, aux agglomérations qui sont beaucoup plus proches de nos concitoyens. D'accord. Et du coup, sur les EPCI, et je vais penser notamment aux grosses EPCI comme la métropole de Lyon ou Paris, enfin le Grand Paris, est-ce que si il venait à y avoir cette suppression des départements, il faudrait pas que les EPCI des grosses agglomérations prennent davantage de place, comme sur les modèles lyonnais et parisiens. J'imagine par exemple à Bordeaux, Marseille, je sais pas s'il n'y a pas une situation un peu similaire, mais Lille, Strasbourg, etc. Est-ce que du coup ces villes ont pas vocation ensuite prendre davantage de poids à ce niveau-là? Mais du coup, autre conséquence, est-ce que les communes alentours ne vont pas perdre un petit peu du fait de l'influence principale de la grande ville? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Je vois ce que tu veux dire et je dirais non parce qu'en fait, quand je dis supprimer les départements, et dans le chat, il y a eu la question de est-ce que ça fera des économies? Peut-être quelques économies de structure, mais les financements des départements, qui sont quand même des financements non négligeables en termes de volume financier, ben en fait, eux seraient transférés aux différentes communes, ça donne, aux différentes EPCI, aux différentes agglos. Ça donnerait donc des budgets beaucoup plus importants pour mettre en place leur politique. Et tu parles, toi, de la capacité qu'a une commune à exister. Là, on parle de compétences qui sont sociales, qui n'ont pas vocation à mettre en avant tel ou tel territoire par rapport à d'autres territoires. oui. Et là, c'est vrai, je saute sur ce que dit Siofan. On nous annonçait à l'époque que les nouvelles régions feraient des économies. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que on risque pas d'arriver dans la même situation si on venait à supprimer les départements au profit des EPCI? Est-ce que on considère pas que parce qu'il va y avoir moins d'échelons, on va faire des économies, mais qu'au final, entre le temps d'adaptation, euh, les ambitions des uns et des autres, etc., et surtout, oui, en fait, c'est surtout le temps d'adaptation. Est-ce qu'au final, au début, on va pas juste voir aucun changement ou au contraire, ça va pas coûter un peu plus cher? Je sais Le pas temps de si on fera transition. des économies. Je sais pas si on fera des économies en vrai. C'est une question qui est compliquée.
Mais par contre, ce que je peux dire, à mon sens, c'est qu'on gagnera en efficacité. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aura plus qu'une seule personne, qui est en tant qu'élu municipal, élu, à l'EPCI et élu régional et donc quand tu as qu'une seule personne, qu'un seul contact, tu gagnes en efficacité, alors que des fois, tu es obligé d'avoir 2, 3, 4 contacts pour pouvoir financer ton projet. Et là, j'ai Brougui dans ton chat qui dit si on laisse les départements comme circonscription et qu'on revient aux régions d'avant pour la gestion locale, ça serait pas une idée. Moi, je partirais sur autre chose. On continue la suppression des... Enfin, on part sur l'idée de la suppression des départements, mais à l'échelon régional, on revient à la taille des anciennes régions. Est-ce que ça serait pas un bon compromis, ça? De reprendre la taille des anciennes régions moins massives, parce que quand on voit des régions comme le Grand Est ou la Nouvelle-Aquitaine qui sont immenses à ne pas savoir qu'en faire, est-ce que ça serait pas logique, si en plus on supprime l'échelon départemental, d'avoir des régions peut-être plus à taille humaine, entre guillemets? Même si je sais que la fusion Peut-être, des régions s'est faite sur le modèle européen par rapport aux questions de concurrence, etc., c'est une question qui peut se poser. peut-être, je sais vraiment pas répondre à cette question-là. Je suis désolé, parce que je sais pas si le retour en arrière apporterait, heu, quelque chose de positif. Il faudrait, le mesurer, il faudrait voir avec des personnes compétentes pour le mesurer. Ce que je peux dire par contre, c'est que les régions telles qu'elles ont été créées, pour moi, c'est ni fait ni à faire. En gros, ils ont dit: «Ben, en fait, on va fusionner 2 régions On se rejoint là-dessus. et c'est tout» et en fait, il aurait fallu repenser peut-être complètement, les régions Oui. et repartir peut-être, à plat plutôt que juste fusionner 2 régions. Et moi, je suis Donc, complètement d'accord. je sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'ai même un des meilleurs exemples de mon département d'origine, le Gard, qui prend sur son territoire la petite Camargue. Euh, le Gard avait davantage vocation à rentrer en Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'à rester en Occitanie. Que ce soit en termes de volonté locale ou de logique territoriale, par rapport à la gestion de son territoire, je pense notamment à la petite Camargue qui prend une grande partie du territoire. Je pense que, enfin, c'est quelque chose, c'est un gros débat qu'il y avait eu à l'époque d'ailleurs, hein, de savoir est-ce que le Gard doit rester dans le Languedoc pour ensuite rentrer en Occitanie ou est-ce qu'il doit y avoir quelque chose de fait pour rentrer en PACA. Et c'est vrai que certaines des logiques des grandes régions ont totalement gommé certaines spécificités et que il y a une sorte d'absence de logique pour certains départements quand on voit les gros agglomérats dans lesquels ils sont. Et le Gard, je trouve, est un des meilleurs exemples sur le sujet. Euh, Mais avant de parler des régions, il y a Val Taïwan qui aborde un sujet sur lequel j'aimerais réagir. Ces régions ne sont pas massives. Regardez un peu la taille des régions à l'étranger. La France morcelle beaucoup. Mais en fait, selon moi, Val Taïwan, le principal morcellement en France, il est pas tant à l'échelle entre guillemets des régions, il est surtout à l'échelle des communes. On est vraiment un pays dans lequel il y a des communes de très, 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 très petite taille, dans lequel, les maires font un travail extraordinaire, mais ils n'ont pas les moyens des ambitions qui sont les leurs. Et c'est vrai qu'il y avait une stratégie à l'époque de fusion, de communes, c'est-à-dire de la création de communes nouvelles. Force est de constater que le département dans lequel je suis élu a été très moteur sur la fusion de communes pour créer des communes nouvelles, mais c'est pas le cas partout et une commune de 150, 200, 300 habitants, c'est vrai qu'elle garde son identité et je peux le comprendre, mais en même temps, quand il y a la nécessité de financer une école primaire ou éventuellement une cantine pour les enfants, elle n'a pas les moyens. Et je crois que là, il y a un vrai sujet. C'est pour ça d'ailleurs qu'a été créé les EPCI, c'était un peu pour se substituer aux communes de petite taille, mais je pense qu'il y a un vrai sujet sur la taille des communes. oui, je pense aussi que les EPCI ont pour principal objectif de prendre en charge les compétences que les plus petites communes n'ont pas les moyens de gérer. La gestion des déchets, la gestion des eaux, etc. C'est clairement des choses qui peuvent coûter extrêmement cher et si on a une commune de 300 habitants, voire moins, c'est intenable économiquement. C'est clair qu'à mon avis, c'est une des principales raisons d'ailleurs de l'époque, hein, c'est quand ça a été créé les EPCI, c'est de pouvoir accompagner les plus petites communes dans la gestion de leurs compétences. Et surtout, l'idée aussi, c'était de rendre ces communes moins isolées les unes des autres, parce que énormément de petites communes sont, on va dire, dans les milieux, dans la diagonale du vide, dans les milieux extrêmement ruraux, où elles peuvent être isolées facilement, et c'était un moyen aussi de rapprocher ces communes les unes des autres. Mais d'ailleurs, il me semble qu'on a très peu de fusions de communes, malgré la volonté qu'il y avait sur le sujet, hein.
Alors, je me permettrai de dire que ce sujet n'est pas, un sujet dans mon département et plus précisément dans ma circonscription, puisque, en fait, le Maine-et-Loire est le département, je crois, avec la Manche qui a fait le plus de communes nouvelles. Ah, bien. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans le chat, où c'est-ce que j'ai vu ça? Bimartil ou Beumartil, Sèvres-Moine, RPZ. Alors, je sais pas ce que ça veut dire RPZ. Désolé, je suis un vieux. Mais Sèvres-Moine, c'est une commune nouvelle qui est une fusion de 10 communes déléguées, de 10 anciennes communes. Bah, c'est vraiment un RPZ, je crois que RPZ c'est représente, donc je pense que c'est quelqu'un qui est de là-bas. C'est D'accord, représente, ouais. ben voilà, représente, Peut-être ben voilà. peut-être un électeur Sèvres-Moine, à donc, toi. ah bah, ça c'est sûr. Sèvres-Moine est dans ma circonscription et moi-même, enfin, et ma famille est de Sèvres-Moine, et plus précisément de la commune déléguée de Torfou. Mais oui, c'est un regroupement de 10 communes et maintenant ça fait une commune de 26 000 habitants. T'as peut-être gagné un électeur pour 2027. Peut-être qu'il a déjà voté pour moi en 2022 Peut-être, et en ou 2017. 17 peut-être même. Non, mais c'est drôle des fois de retomber sur des personnes qui peuvent être de même circo avec un député, c'est le bel hasard que peut être Twitch, quoi. Euh, et du coup, c'est vrai par contre que, du coup, bon, le Maine-et-Loire est peut-être une exception, mais j'ai vu Zaldarf qui a mis un message: s'attaquer aux communes, c'est s'attaquer aux rivalités locales, bonne chance. Qu'est-ce que tu en penses quand on te dit ça comme argument? Déjà, avant de répondre, bien Mathilde, j'espère que tu me follow vu que tu es de la circo. Une fois que j'ai dit cette petite blague, ça dépend des territoires. Pourquoi dans, ma circonscription et dans le département, il y a eu beaucoup, de fusions? C'est parce que les élus ont été capables de s'entendre. La réalité, c'est que ce n'est pas partout pareil. Ben, il faut faire ce qui est politiquement possible pour essayer de trouver des solutions. Mais rappelez qu'une commune, elle n'appartient pas à son maire. Une, commune, elle appartient à ses habitants et je crois que les maires doivent, tant faire se peut, hem, prendre des décisions pour, les citoyens et non pas pour eux. Donc, on a le droit, d'aimer sa commune, on a le droit de vouloir garder sa spécificité, mais à un moment donné, peut-être qu'il faut prendre des décisions, qui sont positives pour la commune, même si on peut être parfois embêté. Ouais. Et du coup, alors je vais sauter du coq à l'âne complètement, parce que c'est vrai que là, ça fait un petit moment qu'on est sur les EPCI, les communes. C'est un sujet qui est vachement intéressant, mais en fait, il y a tellement de critères aussi quand on part sur ce sujet, que si on voulait, on pourrait en parler pendant des heures, et parler que de ça même pendant des heures. Alors, je ressaute du coq à l'âne. Bon, je vais revenir à une de vos passions premières qu'on a évoquées avec la première question. Une de tes... faut que j'arrive soit à tutoyer, soit à vous voyez, mais pas les deux. Euh, Est-ce que l'État doit intervenir dans la possible vente d'Ubisoft? Alors là, est-ce que l'État doit jouer un Est-ce rôle? que l'État doit intervenir dans la possible vente d'Ubisoft? Est-ce que Ubisoft va potentiellement se vendre? Ah oui, avec ce qui se passe avec Tencent et la famille Guillemot, oui. Mais est-ce que Moi, j'en sais si ça rien. devait être... D'accord. Moi, j'en sais rien. En vrai, je n'en sais strictement rien. Aujourd'hui, il y a des rumeurs, mais vrai ou pas vrai, j'en sais rien. Et est-ce que Donc ça, c'est déjà la t'aimerais... première question. Est-ce que t'aimerais être le représentant de l'État pour aller checker ce qui se passe à Ubisoft si ça devait se faire aussi? Dans le Je ne suis pas conseil ou autre? représentant de l'État, je suis pas du tout de l'exécutif, je suis du législatif. On est sur, 2 entités qui sont, différentes. Être missionné dans le cadre du groupe d'études ou autre pour aller voir ce qui se passe à Ubisoft, ça pourrait être... Que j'ai demandé personnellement à la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, c'est un travail de réflexion sur comment on peut s'assurer de l'indépendance et de la souveraineté des entreprises de jeux vidéo françaises. Oui. En fait, je ne suis pas surpris de la situation actuelle. On voit bien qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'investisseurs qui essayent d'acquérir les pépites françaises du jeu vidéo. Et déjà, ça a été le cas, par exemple, avec un studio, un des plus grands studios français qui s'appelle Quantic Dream, qui a été, Mhm. racheté il y a quelques années. Oui. Et donc, je ne crois pas, moi, personnellement, au fait que l'État doit intervenir.
l'économie doit aussi pouvoir se passer sans l'omniprésence de l'État. D'ailleurs, quand l'État est omniprésent en économie, on sait comment ça se passe, l'économie, elle se casse la figure. Et Donc je n'y juste, suis pas favorable. juste pour rappeler aux gens, parce que bon, il n'y a pas que des pros gamers dans le chat. Quantic Dream, pour ceux qui ont un petit peu de culture jeux vidéo ludique, ça va être le studio qui a fait les jeux comme Detroit Become Human, qui a été un carton monstre à l'époque, et qui l'est toujours aujourd'hui, hein. J'ai vu un article passer, plus de 10 millions de ventes là récemment, sur l'ensemble. Beyond Two Souls ou encore les Heavy Rain. Ouais, c'est ce genre de studio-là. Et là, quand on parle d'Ubisoft, on va parler de Rayman, des Lapins Crétins, des jeux qui ont bercé nos enfances, mais aussi des grosses licences comme les Assassin's Creed. Voilà. Les Just Dance. Ça, c'est Ubisoft. Et ça, c'est français. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est français et on peut en être fier d'avoir de beaux studios français qui marchent aussi bien sur un marché aussi concurrent que celui du jeu vidéo. Et Voilà. d'ailleurs, je vais réagir au propos de Widge. Si c'était une pépite, elle serait pas vente. Ben, en fait, non, c'est tout l'inverse. C'est parce que c'est une pépite Que tout que le monde des la veut. gens veulent l'acheter. Ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, je rappelle, Ubisoft, c'est l'un des 4 plus grands studios au monde. Et c'est français. Et arrêtons, et je vais râler, il faut bien râler un peu, arrêtons de nous auto-flageller. On n'a parfois pas grand-chose de beau en France. Quand on a quelque chose de beau, Ubisoft est une très belle entreprise. Mais soyons fiers. Moi, je suis fier d'avoir Ubisoft en France. Et si je peux aider Ubisoft et si je peux accompagner Ubisoft, je le ferai vraiment. Arrêtons. Enfin, on toujours la critique et puis après, dans quelques années, on dira ah, mais pourquoi on n'a pas gardé Ubisoft? À l'époque, on avait aussi une pépite en France, je le rappelle. Je le rappelle. On avait Activision Blizzard. C'était Ah oui! français. Et j'ai un autre exemple qui a failli se faire racheter aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était Ankama. Exactement. Et fois, John, combien y a-t-il de Français qui bossent chez Ubi? C'est simple, 4000 sur 18 000, je crois. Donc non, c'est pas 2 ou 3%. J'étais mardi à l'inauguration du studio de Bordeaux. C'est 400 personnes qui bossent à Bordeaux. 400 personnes. Donc on a une chance aujourd'hui d'avoir en France Ubisoft. Et soyons-en fiers. Donc je disais avant de me faire aller, ça y est, vous m'avez fait aller, vous m'avez réveillé ce matin, je vous remercie. J'ai envoyé un courrier il y a quelques temps à Elisabeth Borne en disant il faudrait avoir une réflexion plus large sur comment on peut accompagner les studios français à rester en France avec des financements français. En toute transparence avec vous, je n'ai pas reçu de réponse. Je pense envoyer à peu près le même type de courrier dans quelques jours au nouveau Premier ministre parce qu'on a un vrai sujet. En France, on a une capacité incroyable de faire du développement dans la tech. On lance des startups et dès qu'elles grandissent un peu, ben on n'a plus les financements et ça se casse à l'étranger et ça m'embête. Et Oui, j'aimerais que demain, on puisse avoir des belles startups qui se développent en France et qui se financent en France. mais en plus, là, j'y pense. Quantic Dream, c'était une acquisition agressive dans le sens, c'est en train de décoller, donc il y a eu une acquisition agressive pour profiter du décollage. Ubisoft, c'est plus différent. Ubisoft est dans une situation bien plus compliquée, faut le dire aussi. Euh, la situation d'Ubisoft, c'est quand même que sa valeur en bourse a été divisée en 10 depuis 2018. Que là, c'était. Après, je crois qu'elle est augmentée récemment avec l'annonce par rapport à Tencent et la famille Guillemot. Mais. Et surtout des jeux qui ont beaucoup plus de mal à fonctionner qu'avant. Donc on va dire que la situation est différente de Quantic Dream qui était à son top quand ils ont été rachetés. Et aujourd'hui d'Ubisoft qui, si le rachat est évoqué, c'est parce qu'il y a de grosses difficultés financières en bourse et que les jeux marchent beaucoup moins bien qu'avant. Voilà, je pense qu'il y a Je peut-être crois que... une nuance à faire sur le sujet entre les deux. Et bonjour Host Politique, merci pour le raid chez toi Denis. Voilà. Merci Host Politique, merci pour le raid. Bonjour la gauche, bienvenue sur le raid. Donc c'est un co-stream avec Drakeos. Je peux plus faire un shout-out, je l'ai fait tout à l'heure. Donc je suis avec Drakeos en co-stream et en fait on est en train d'échanger sur de nombreux sujets différents. On a parlé des collectivités territoriales et là on parlait des jeux vidéo et plus précisément d'Ubisoft. Et donc voilà, Drakeos est un streamer spécialiste de la politique. Et moi, je suis député en direct de l'Assemblée nationale. J'ai récupéré mon bureau suite à l'inondation d'hier. Je viens de le récupérer à 8 heures. Donc bonjour à vous tous. Et en fait, là, on répond aux différentes questions.
et n'hésitez pas à nous follow, tant Drakeos que moi-même, puisqu'en fait, on stream plusieurs fois par semaine sur l'actualité politique. Euh, Par rapport à ce dont on parlait Oui, sur Ubisoft. Ubisoft, donc moi je vais renvoyer un courrier, mais le but pour moi il est pas. Enfin, je ne souhaite pas qu'on parle qu'Ubisoft. Je crois que le sujet il est vraiment sur le financement du jeu vidéo. C'est-à-dire comment demain, lorsqu'il y a une difficulté ou pas, euh, le, la structure financière soit suffisamment solide pour qu'il ne puisse pas être attaqué. Député de quel parti? Ensemble pour la République? Je sais pas si tu avais. Si, par rapport après, bon, là, du coup, on digresse sur les jeux vidéo parce que je pense que c'est une passion commune qu'on a. Donc, j'en profite. Alors, je supprime l'audio des alertes parce que c'est en train de me fracasser les oreilles. Et du coup, oui. Après, moi, c'est vrai que ça me peine beaucoup de voir Ubisoft dans la situation qu'ils sont parce que c'est un des studios avec lequel j'ai peut-être le plus d'attache, par-delà le fait qu'ils soient français, hein. J'ai envie de dire, les Rayman, les Lapins Crétins, les Prince of Persia, les Assassin's Creed, c'est des jeux qui m'ont toujours bercé, avec lesquels j'ai grandi. Donc voilà, c'est vrai que je suis très attentif à ce qui se passe du côté d'Ubi et aux polémiques qui peuvent ressortir. Et d'ailleurs, je vais te parler d'un sujet que. En plus, il y a des streams, il y a de la gauche chez toi, donc ça va un peu les faire réagir, j'imagine. Qu'est-ce que tu penses des attaques euh, qu'il y a vis-à-vis d'Ubisoft aujourd'hui par rapport à quelque chose dont tu te doutes que que je vais te parler, à ce qu'on parle de wokisme dans le jeu vidéo. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et j'évoquerai notamment le prochain Assassin's Creed qui se passe au Japon où un personnage principal est de couleur noire ou encore certaines choses qu'il y avait pu y avoir dans le studio qui font que beaucoup de personnes en parlent sur sur ce jeu vidéo. Alors moi, je considère pas que ça soit la raison des échecs d'Ubi, mais bon, c'est un sujet qui est beaucoup évoqué quand on parle d'Ubisoft. Du coup, je voulais te pousser à réagir dessus, si tu en as envie. Euh, Déjà, moi j'aime pas le terme wokisme en fait. On utilise ce terme et j'ai du mal à le caractériser, à le définir. Et je trouve que c'est un peu, tu vois, un mot lancé pour faire peur à la droite, en disant ah wok, mais en fait on le caractérise jamais trop et c'est plutôt un mot que j'utiliserai jamais. Voilà, je suis pas fan de Ouais, ce mot. Je souhaite pas forcément l'utiliser. Donc, Ubisoft a eu par le passé euh, des difficultés quant à des choses qu'il se passait en interne, qui n'étaient pas acceptables, qui étaient, à mon avis d'ailleurs, même pas légales. oui, le Et harcèlement et le management par la terreur, oui. voilà, de ce que je comprends, de ce que j'ai pu lire, du management toxique et des propos sexistes. Que je remarque, ce que je regrette, c'est qu'il y ait pu avoir ce type d'action au sein d'Ubisoft. Et en même temps, ce que je remarque, c'est qu'Ubisoft réagit avec beaucoup d'énergie pour pouvoir résoudre le problème. Maintenant, est-ce que les jeux mettent en avant plus de diversité que c'était le cas par le passé? Peut-être. Est-ce que c'est problématique? Ben non, moi je pense qu'il n'y a aucun problème. Je suis même favorable à ce qu'il y ait plus de diversité dans les jeux. Donc non, tu vois, je pense que c'est bien que cette affaire ait éclaté. Et je pense que c'est positif que l'entreprise a pu répondre avec des réponses efficaces. Voilà, clairement, c'est efficace. Oui, après, moi, Euh, j'évoque le sujet parce que c'est vrai que dans la sphère jeux vidéo ludique, quand on parle d'Ubisoft, c'est une des premières choses qui viennent. Tu sais, le fameux, DJ en a parlé dans le chat, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup venir depuis les États-Unis ces derniers temps, que ce soit Disney ou les studios de jeux vidéo, c'est le go walk, go broke, entre guillemets. En gros, si tu fais du walk, tu vas finir par disparaître, par exploser ou par bider. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est utilisé énormément contre Ubisoft ces dernières années. Donc, je trouvais intéressant de vite fait l'évoquer. Et c'est vrai aussi, là, Harpelune m'y fait penser, Harpelune qui est un de mes centristes du chat, salut à toi, qui me dit c'est surtout les Japonais qui s'en sont plaints. Et c'est vrai que je suis allé regarder. euh,
Côté Japon, ça a fait la gueule sur le prochain Assassin's Creed, qui est qui est le premier dans l'univers asiatique, et dont le premier, dont le personnage principal n'est pas originaire de là-bas. Donc c'est vrai que bon, voilà, il y a des raisons qui font que ça gueule, etc. Mais et du coup, je voulais l'évoquer avec toi rapidement. Et du coup, ouais, En ce fait, je vais plutôt prendre ma casquette libérale et je dis bonjour à toutes les personnes de gauche. Mais si le jeu il vous plaît pas, vous l'achetez pas. Bien sûr, En fait, bah c'est oui. assez simple. Et si le jeu il vous plaît, vous l'achetez. Et on est toujours en train de dire oui, c'est pas bien, c'est bien, mais en fait, faites votre vie. Arrêtez d'être dans la critique. Ça vous convient pas, mais passez votre chemin. Et puis si Et, ça vous plaît, achetez-le et mettez un peu d'argent. et surtout, j'ai envie de dire, il y a tellement de studios et de jeux de vidéo. Si ça vous plaît pas, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît. Il y a tellement de jeux qui existent. Ah là là. Mais je vois, Notre jeu, tu l'aimes ou tu le quittes. Ben, je vais pas prendre ces propos-là parce que ça fait penser quand même à des propos plutôt très à droite. Mais voilà, je trouve qu'on passe trop de temps à critiquer. Mais en fait, voilà, si ça vous plaît pas, ben, c'est ça la France, hein, c'est la liberté. Vous faites ce que vous voulez. non, mais voilà, ça me fait rire toujours d'évoquer ce sujet parce que je sais que c'est quelque chose qui cristallise au niveau des tensions derrière, donc j'aime bien en parler. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal parlé de jeux vidéo aussi. Euh, Est-ce que autre sujet? Alors, autre sujet, qu'est-ce qu'on peut évoquer? Euh, Ah, Merci pour tous les follow et n'hésitez pas. Et ce soir, d'ailleurs, j'en profite, je sais pas toi ce que tu feras ce soir, mais ce soir, dès que le budget est annoncé, je ferai un stream pour décrypter avec vous le budget et je commencerai à réfléchir avec vous sur les amendements que je pourrais déposer sur le budget. Donc n'hésitez pas ce soir vers 19h30. ah bah je comptais peut-être live aussi pour parler du budget, ben on tiendra au courant si tu veux. Et, Ah, ça marche. et du coup, oui, bah, le budget, allez, on va sauter dessus. Du coup, tu m'as lancé la perche. Denis, est-ce qu'on vit au-dessus de nos moyennes depuis des décennies au niveau du budget et de la dépense budgétaire? Je vais plutôt poser une question assez basique. Et moi, je suis un rural, je viens de la campagne et on m'a appris une chose dans la vie. C'est que quand on gagnait 2 euros, on dépensait pas plus que 2 euros, sinon ça ne durait pas. Et donc oui, la réponse c'est qu'aujourd'hui, on dépense plus que on a de recettes. Donc, Le budget est présenté, je crois, à 19h ce soir. donc, selon toi, on vit au-dessus de nos moyens. Et du coup, bah, autre question. Ben, oui, mais moi je suis de ceux qui d'ailleurs sont défavorables à la notion de 3% de déficit. Moi je suis favorable à 0% de déficit, Oui, donc encore c'est-à-dire à un plus. équilibre financier de l'État. Donc 3%. Là, on parle de 60 milliards pour revenir à 5. Pour revenir à 3%, ça serait quoi? 100, Alors, 120? il y a une question qui dit on dépense dans l'avenir quand même. Ouais, enfin, surtout le deuxième poste de dépense, c'est la dette, hein. Aujourd'hui, si on n'avait pas Oui. de dette, on aurait des budgets bien plus importants pour pouvoir répondre à des besoins de notre nation. Et donc, arrêtons de croire qu'en fait, la dette n'est pas un sujet. La dette est un vrai sujet. C'était quoi ta question, excuse-moi? Et si on devait revenir à 0% de déficit, faudrait qu'on fasse combien d'économies là? Parce que là, pour revenir à 5, on est à 60. De ce que je peux faire en rapide, je crois que c'est 30 milliards par point. Ah ouais, Donc, de 5 à 0, ça fait 150 milliards d'économies. ouais. En plus des 60. Donc 210 milliards. Ouais, 210 milliards. c'est énorme. Bah oui, c'est gigantesque, mais C'est... la réalité, c'est qu'il faut quand même qu'on se dise les choses. Tout euro dépensé en plus, que notre budget, il y aura quelqu'un tôt ou tard qui va devoir le rembourser et donc on est en train de transmettre à nos enfants une dette, importante qui, les empêchera de pouvoir, faire certains types d'investissements et donc on va les mettre en difficulté. Mais ta logique de revenir à 0% de déficit, c'est dans l'idée juste de pas dépenser plus que ce qu'on gagne, ou c'est plus dans la logique de, à terme, euh, repasser en dessous des 100% de dette? C'est Allez, moi, deux je choses. serais favorable, mais alors encore une fois, certains diront que j'ai tort et que je suis pas économiste, et ils ont raison. Et ils ont raison, je suis pas économiste. Moi, je suis favorable à ce que demain, la France, tant faire se peut, essaye de réduire sa dette.
Oui. Je considère que tout euro dépensé pour le coût de la dette est un euro perdu pour d'autres types de dépenses. Oui, sur le moment où on le fait, oui. C'est sûr que oui, Et dire qu'aujourd'hui on investit dans l'avenir, c'est une erreur. La plupart des dépenses qui sont réalisées aujourd'hui dans le cadre c'est la du dette et les dépassement, retraites. c'est la dette, les retraites, c'est-à-dire des coûts de fonctionnement de structure, entre guillemets. C'est pas de l'investissement sur la technologie, sur l'avenir. Et est-ce que alors, bah, du coup, je vais continuer à rebondir Mais oui, là-dessus. tu as raison, Zelda, phase 0, tu dirais du pas dette. Déjà, arrêtes d'en faire. Ce Oui, n'est pas la même chose. mais du coup, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que selon toi, le déficit a été quand on a vu qu'il y avait eu un mauvais calcul du déficit annuel l'an dernier et potentiellement cette année aussi, est-ce que tu penses qu'il y avait quelque chose de qui relève du volontaire, de la volonté de cacher ou pas? Je me doute que tu vas me dire non parce que tu appartiens à la majorité, mais est-ce que tu as des doutes quand tu vois à quel point l'écart entre ce qui était annoncé et la réalité peut être important en termes de points? Tu passes trop de temps à écouter, à lire les réseaux sociaux. Ah, l'an dernier, Ou alors tu passes il y a eu l'an Ou dernier, alors ça a tu passes été pas assez de temps. Je sais pas dans quel sens je dois le dire. Comme tu le sais, quand Gabriel Attal est arrivé, il a été dit qu'il y allait avoir quand même des difficultés financières et c'est pour ça qu'il a lancé déjà un premier plan de, 10 000 000 € d'économies. Que cet été, il y a eu un deuxième plan, d'argent qui a été mis entre guillemets de dépenses qui ont été mis de côté en disant: «Peut-être qu'on les annulera». Donc ça fait déjà depuis plusieurs mois, qu'il y a un faisceau d'indices qui nous laisse à penser, que financièrement, on risque d'avoir, des difficultés. Il y a déjà des actions de réduction de la dépense qui ont été mises en œuvre. Et attention, là, on parle déjà, de fait, cette année, en 2024, l'équivalent vraisemblablement de 26 000 000 € d'économies. Mais ça, on mais n'en parle pas assez, en fait. On arrive à un moment de dire: «Oh, il y a une surprise, il y a une dette et alors on va être avec plus de dépenses que prévu». Mais non, c'était déjà «anticipé» entre guillemets depuis le début de l'année et il y a déjà 26 000 000 € d'économies qui ont été faites en 2024. mais alors du coup là, je parlais pas forcément de Gabriel Attal parce que j'évoquais la situation de l'an dernier. L'an dernier, Attal, il est arrivé qu'en toute fin d'année, donc c'était pas forcément à lui que c'était attribué. Mais l'an dernier, par exemple, le déficit anticipé et le déficit réel, au final, il y avait quand même un écart. Et Attal n'était pas encore là où il est arrivé sur la fin. Je parlais pas forcément de cette année, de ce qui est évoqué cette année avec Barnier qui dit merci pour le déficit que vous m'avez laissé. C'est pas par rapport à ça que je réagissais. Je parlais plus de l'an dernier pour le coup. Mais sur ce sujet-là, aujourd'hui, il y a un sujet qui est assez compliqué d'ailleurs. C'est que, quand il y a de la croissance en général, on sait déduire en fonction de la croissance les recettes fiscales complémentaires qui seront associées. Force est de constater qu'aujourd'hui, la croissance ne libère pas autant de rentrées fiscales que c'était le cas par le passé. Et donc là, il y a une vraie difficulté à comprendre la raison du pourquoi ces rentrées fiscales ne sont pas aussi importantes par rapport à ce que c'était le cas, enfin par rapport à ce dont c'était le cas par le passé en fonction de la croissance. Je sais pas si je suis clair dans mes propos. Si, si, je vois la différence entre la prévision des croissances qui au final n'était pas assez importante et que du coup la prévision sur le déficit, elle est sous-estimée parce que la croissance a été un peu surestimée. Mais L'un en va fait, c'est pas avec ça. Non, non, l'autre. c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que la croissance est supérieure à celle qui était prévue Ah, et pour autant, les rentrées fiscales sont plus faibles. d'accord. Ok, donc non, c'est un double effet. La croissance a été sous-estimée, mais au final, elle compense pas suffisamment le manque de rentrée réelle. D'accord, Et, ok, je et- pense que je et- et vois. là, on a un sujet, voilà, c'est la croissance ne réalise pas autant de rentrées fiscales que c'était le cas par le passé. Et par rapport, bon là, je vais rester sur les rentrées fiscales. J'ai une question à te poser. Bon, on l'a vu dans certains programmes populistes, hein, mais je tenais à te poser la question. Est-ce que, d'une certaine façon, pour permettre une augmentation des salaires, si on supprimait l'aide aux entreprises type multinationales, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait enlever des charges patronales pour permettre une augmentation des salaires? Je parle la partie en termes de chiffres.
ce qu'on enlève des aides aux entreprises, l'enlever des charges patronales pour rester à l'équilibre, c'est-à-dire pas dépenser plus ou perdre plus ou gagner plus, c'est-à-dire de manière équilibrée. Est-ce que ça permettrait pas une hausse des salaires d'une certaine façon? Parce que c'est quelque chose que je vois dans les programmes du RN notamment ou autres, et je me suis dit que j'allais poser la question aussi. On parle beaucoup des charges patronales, du coût réel, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi à ce niveau-là des charges patronales et de ces aides aux entreprises? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur ce sujet? Je suis pas favorable à ce qu'on réduise, les charges patronales parce qu'en fait, quand on réduit les charges patronales, ce sont des Oui, cotisation cotisations patronale, oui. sociales, voilà, voilà. Ce sont des cotisations, qui permettent de financer notre modèle social et donc réduire, l'ensemble des cotisations, c'est, des charges, des cotisations, c'est réduire, demain la capacité qu'a notre modèle social de s'autofinancer. D'accord. Néanmoins, je remarque qu'en France, on a une capacité incroyable pour construire des impôts et créer des impôts. Et donc, on a créé plein d'impôts. La C3S, la CVAE, la CFE, tous ces impôts de production, etc. On a une capacité incroyable pour trouver des impôts. Puis on a tellement créé d'impôts qu'on se dit à un moment donné, ah ben mince alors, nos entreprises, elles n'arrivent pas à faire face à l'ensemble des impôts qui sont mis en œuvre, donc on va mettre en place un certain nombre de dispositifs de baisse d'impôts ciblés. Le crédit d'impôt innovation, le crédit d'impôt recherche, le machin, le bidule, le truc. Et en fait, c'est un peu un système où on impose beaucoup et on enlève beaucoup d'impôts pour essayer d'équilibrer et de faire vivre les entreprises sur le territoire national. Et je pense qu'on a un vrai sujet, non pas sur les cotisations, mais sur les impôts des entreprises. Et ce qu'on a commencé à faire chez La République En Marche et Renaissance, c'est de les réduire. Euh, Tout en assurant que ces réductions d'impôts, elles soient corrélées avec des réductions de crédit d'impôt et de réduction de charges, pour rendre le système beaucoup plus simple. Et ça, on a parfois du mal parce que nos entreprises, elles sont super d'accord pour baisser les impôts de production et elles ont raison, mais elles sont un peu moins d'accord pour pouvoir réduire leurs avantages fiscaux. Et c'est ce que dit Zaldarf. Arrêtez d'essayer de réduire, commencez par simplifier. En fait, il faut supprimer beaucoup de dispositifs des deux côtés pour pouvoir assurer une simplification. Ah, je réagis, je viens de voir quelque chose dans le chat. Est-ce qu'il faut pas baisser les retraites plutôt que d'indexer si c'est ce qui coûte si cher? Bah non, parce que baisser les retraites, ça serait baisser le niveau de vie de certains et rajouter encore plus de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Je pense pas que ce soit une solution. Quand on voit qu'il y a eu une inflation récente et qu'il y a potentiellement certains coûts qui vont augmenter ailleurs. Baisser les retraites, je pense que c'est la pire solution à ce niveau-là, pour le coup. Mais juste, je réagissais à ce que je voyais dans le chat. Euh, je pense que enfin, sur le sujet, baisser les retraites, je pense que je pense qu'on a le même, la même position, hein, que, à part créer plus de pauvres, ça va pas faire grand-chose. Après, je vais rebondir sur retraite, mais je vais répondre à Tanglang 31. Pouvez-vous nous donner un exemple sur ces baisses avec les bénéfices associés? Et moi, je te le dis, Tanglang 31. On a baissé aujourd'hui, du moins par le passé en France, les impôts de production et principalement la CVAE. La CVAE, c'est un impôt, c'est simple. Tu es le 1er janvier, tu n'as encore rien produit, tu n'as encore rien construit comme richesse, et on te dit, ben voilà, tu as plusieurs millions d'euros à payer. La conséquence, c'est que ben, les entreprises, elles sont parties produire de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, en Italie, en Europe de l'Est, parce que le coût de production était trop cher en France. Et la question n'est pas du coût de production trop cher en France, c'est que, en fait, comme on intègre les taxes dans le prix du produit réalisé, ben, les acheteurs qui, comme toi, j'imagine, quand ils vont au supermarché, prennent le produit le moins cher, les produits français étant surfiscalisés à la production, étant plus chers, étaient donc moins vendus. Ben, on a été dans la volonté de réduire ces impôts de production, sachant qu'on est encore bien plus important que d'autres pays, pour assurer que nos produits soient compétitifs par rapport aux pays produits à l'étranger. Non, 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 non. Les impôts de production sont les impôts que tu payes, que tu produises ou pas. C'est basé sur des critères qui sont différents de la production. Sur la retraite, la réalité, c'est que le régime des retraites aujourd'hui n'est pas à l'équilibre.
qu'il y a un certain nombre de dépenses qui sont budgétées. Je vais penser au programme 198. Si vous vous ennuyez, vous tapez programme 198 sur Internet avec marqué bleu budgétaire en face, et vous allez voir les 2 premières lignes qui sont l'accompagnement de l'État au régime de retraite de la SNCF et de la RATP. Ça coûte 4,3 milliards d'euros aux concitoyens, c'est-à-dire qu'il y a nos impôts qui permettent d'équilibrer le régime de retraite de la SNCF et de la RATP. 4,3 milliards d'euros par an, enfin du moins en 2024. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on doit avoir une réflexion sur les retraites, et on peut dire on n'y fait rien. C'est un choix politique, mais alors il faut savoir que on va continuer de plus en plus à demander aux personnes qui travaillent de participer au financement des retraites avec donc moins de revenus économiques, moins de rentrée d'argent dans nos portefeuilles, portefeuille des personnes qui travaillent. Soit on se dit à un moment donné qu'on doit travailler pour s'assurer que la répartition, du moins que les revenus, ne soit justement répartis entre les différentes personnes, quel que soit leur âge. Je ne sais pas si je suis clair. Et d'ailleurs, Denis, je vais rebondir rapidement parce que tu viens de parler de la SNCF. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé à la SNCF en tant que saisonnier, j'ai un père cheminot, etc. Alors, juste pour expliquer un peu le sujet principal qui va toucher la SNCF sur les retraites, et je vais parler plus des roulants. Tu n'es pas sans savoir, Denis, que la plupart des cheminots, on va surtout parler des roulants, sont payés aux primes. C'est les primes qui font plus de la moitié du salaire chez les cheminots. Côté prime, c'est pas forcément quelque chose sur quoi tu cotises. Et c'est une des questions qui est vachement mise en avant à chaque fois qu'il y a les grèves SNCF. C'est l'augmentation du salaire de base à défaut des primes, parce que les primes, elles augmentent, elles augmentent, elles augmentent. Mais les primes, une fois à la retraite, c'est comme s'il y avait jamais si elles avaient jamais été dans le salaire, vu qu'elles ne font pas partie du fixe. Et c'est vrai que c'est un des sujets qui revient énormément quand on parle de la SNCF, c'est le salaire de base hors prime, parce que les primes ne seront pas comprises pour quand ils sont à la retraite. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport aux retraites, cette évolution du modèle, est-ce que si elle devait avoir lieu, ça serait pas plus honnête de la faire pour ceux qui vont rentrer à la retraite plutôt que pour ceux qui y sont déjà? En termes. Est-ce que on met sur le même plan ceux qui vont arriver à la retraite et qui n'y sont pas encore et ceux qui y sont déjà Je sur ne ce sais genre de pas, et réforme? c'est une question sur laquelle je ne sais pas répondre, mais moi je suis gêné sur le fait que l'ouvrier chez moi à 62 ans, il se lève pour aller travailler pour financer une retraite de quelqu'un qui est parti plus tôt que lui. Voilà, ça, pour travers de ses impôts. Ça me pose un vrai problème intellectuel. Maintenant, sur la retraite, moi je suis favorable à ce qu'on intègre les primes dans le calcul de la retraite. Ah bah, elle Je va coûter propose encore même plus cher. je Pour les propose même cheminots. qu'on je propose même qu'on intègre aujourd'hui tous ces systèmes-là dans un seul et unique outil de retraite, ou un seul et même dispositif de retraite, ce qu'on pourrait appeler La la retraite à retraite points. par points. J'en Eh, étais sûr. en laissant aux partenaires sociaux la gestion de l'équilibre au sein même de la retraite par points. Oui. Non, mais c'est vrai que c'était une des pistes qui était évoquée à l'époque, la retraite par points. Et est-ce que c'est quelque chose qui a été à nouveau évoqué ou pas? D'ailleurs, là, quand on entend beaucoup parler de l'abrogation du côté de la gauche, comme du RN, mais est-ce que l'idée de la retraite par points, vous en parlez dans les couloirs à nouveau? Ou est-ce que c'est vraiment plus le sujet? Moi, je fais que ça d'en parler parce que je suis un grand défenseur de la retraite par points. J'y suis très fortement favorable. Parce qu'en fait, c'est un système qui est beaucoup plus juste qu'il ne l'est aujourd'hui. Un petit exemple d'ailleurs pour étayer mes propos. On va prendre deux cas, deux personnes différentes. La première personne, c'est une personne qui a travaillé 40 ans en tant qu'infirmier. La deuxième personne, c'est une personne qui a travaillé pendant 40 ans en tant qu'infirmier. Donc jusque-là, on se dit c'est la même personne. C'est pas vrai. La première personne, elle a fait 20 ans en tant qu'infirmière libérale et après 20 ans infirmière dans la fonction publique.
La deuxième, elle a fait 20 ans dans la fonction publique, puis 20 ans dans la fonction libérale. On va me dire, mais attendez, elle a fait 20 ans privé, 20 ans public. Certes, c'est pas dans le même sens, donc elles vont avoir forcément la même retraite. Eh ben non. Non. Oui. L'infirmier ou l'infirmière qui a fait 20 ans dans le libéral, 20 ans dans le privé, puis 20 ans dans le public, aura une plus forte retraite que l'inverse. Comment t'expliques ça J'explique pas. aux Français et aux Françaises? Moi, je ne sais pas l'expliquer. Je suis incapable d'expliquer que pourquoi quelqu'un qui a fait exactement la même carrière, mais dans un ordre différent, n'ait pas la même retraite. Est-ce que c'est pas par rapport au calcul sur les dernières années? Et bien sûr, c'est par rapport à des calculs qui sont différents, mais Voilà. encore une fois, on parle de deux personnes qui, sauf si tu dis l'inverse et qu'on n'est pas d'accord, qui ont la même carrière. Oui, bien sûr. Et Et donc, mettons la retraite par points, demandons aux partenaires sociaux l'équilibre du régime, et puis après, il adviendra ce qu'il adviendra. Et après, c'est vrai que enfin, là, pour le coup de la retraite, si la personne était mieux payée dans le public, dans le privé que dans le public ou inversement, si la retraite est calculée sur les meilleures années ou les dernières années, par exemple chez les professeurs, il y a un système un peu comme ça, en fonction de là où c'est, enfin, et de par là où on finit surtout, on peut être plus favorisé d'une certaine façon au niveau de la somme et du montant de la retraite. C'est quelque chose qui arrive dans d'autres types de métiers, mais est-ce que c'est pour autant juste? Je me positionnerai pas. Mais par contre, Il faut vas-y, vas-y. savoir que dans le privé, c'est les 25 meilleures années, dans le public, c'est les 6 derniers mois. Voilà. Mais en même temps, c'est les 6 derniers mois parce que ça a été dit auparavant, parce qu'il y a beaucoup plus de primes dans le public que dans le privé, et que si on faisait sur les 25 meilleures années, peut-être que les retraites resteraient aussi faibles. Donc en fait, il y a tout à revoir. C'est pour ça qu'à un moment donné, peut-être, il faudra se dire que les primes doivent être intégrées dans le calcul des retraites, parce que si jamais on met que les salaires, on risque d'avoir vraiment de la fonction publique et des fonctionnaires qui se retrouveraient très fortement impactés dans le cadre de leur calcul de retraite avec une retraite extrêmement faible. Mais il faut remettre ça à plat intégralement. Et il faut calculer pour que finalement il n'y ait pas forcément de perdants dans cette réforme-là. Mais encore une fois, est-ce que c'est toujours encore à l'État de le gérer? Est-ce que c'est pas aux partenaires sociaux à un moment donné de trouver des solutions? Je suis plutôt dans ce cadre-là. Et du coup, Denis, moi, je vais rebondir sur autre chose qu'on m'a noté dans le chat et que enfin, je comptais te le demander aussi en plus. Mais si on fait ça avec les retraites, enfin, avec les systèmes de primes, à défaut d'augmenter les salaires, ça va pousser les patrons à verser des primes. Primes, ça relève de l'exception. En rappelant aussi que si, enfin, si on fait ce système, les primes devront être davantage taxées parce qu'elles devront permettre de cotiser. Parce qu'il faut bien trouver, d'une certaine façon, l'argent quelque part. Du coup, au final, est-ce que il va pas y avoir des primes moins importantes du fait que ça engendre beaucoup plus de choses derrière? Est-ce que c'est pas une forme de cercle vicieux parce que ça revient d'une certaine façon à augmenter les salaires de façon temporaire? Parce qu'aussi ça va cotiser dessus, si c'est pris en compte dans les retraites, etc. Cotiser, il y a une question qui se pose, non? C'est une question intéressante, mais je pense qu'il faut euh, rendre la responsabilité à chacun. Euh, L'employeur qui verse le plus de rémunération par les primes, c'est pas le privé, c'est Non, l'État. c'est l'État, oui. Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, il y aura un vrai sujet avec l'État sur la manière dont il gère la rémunération de ses salariés. Maintenant, pour aborder le sujet du privé, moi, je suis pas opposé aux primes. Et je pense pas qu'il faille d'ailleurs opposer les primes à la rémunération. Je crois qu'il est important d'avoir une évolution de la rémunération en fonction du temps qui passe et de la compétence qui est la tienne. Et en même temps, on ne peut pas non plus, lorsqu'une entreprise marche bien, augmenter de façon importante les rémunérations, au risque que quand elle fonctionne moins bien, le déficit, l'entreprise se retrouve en déficit et soit obligée de licencier. Et donc, je suis favorable à une évolution de la rémunération et en même temps d'assurer une répartition peut-être encore plus importante aujourd'hui des résultats de l'entreprise. Lorsque ça va bien, c'est tout à fait normal que l'entreprise puisse verser des dividendes, des intéressements et peut-être même aller plus loin dans ce type d'action-là. Et lorsque ça va moins bien, en fait, l'intéressement et le dividende sera beaucoup plus faible, voire à zéro,
parce qu'il faut passer un cap difficile. Mmh. Non, mais oui, c'est un sujet qui est hyper technique aussi. C'est clair qu'on n'a peut-être pas tous les éléments non plus pour. Et d'ailleurs, c'est plutôt d'ailleurs une position qu'avait à l'époque le général de Gaulle. Euh, Faudrait que je me replonge dedans, mais c'est pas impossible. Clairement pas impossible. Et, Euh, et- et je serais toujours favorable, moi, à la répartition de la richesse parce que les salariés sont partie prenante de la création de la richesse. Donc, quand ça va bien, il faut que les salariés puissent avoir un retour sur leur engagement. et du coup, bon là on parle des retraites, donc on va parler. Je voulais partir sur le sujet qui vient d'être évoqué. Atreyu demande dans le chat, est-ce que au sein de Renaissance, vous croyez encore en la théorie du ruissellement? Je sais pas, c'est quoi La théorie réellement du. cette théorie du ruissellement parce que beaucoup de gens mettent en avant ce mot en le comment dire? Avec une vision négative. Théorie du ruissellement, dans l'idée générale, je me trompe pas, c'est oh, si le haut se développe, le haut de l'entreprise, enfin, il y a de l'argent, s'il y a de l'argent qui se fait en haut, par ruissellement, ça va aussi ruisseler sur le reste des employés. C'est-à-dire que Non mais si l'entre... ça j'entends. C'est plus dans Mais cette je trouve logique-là. que ce mot est souvent utilisé de manière péjorative, un peu comme moi qu'à l'époque en fait. On balance ça en disant ouais, la ruissellement. Est- Est-ce que la réalité, on peut distribuer de la richesse si on ne crée pas de richesse? Ben, en fait, Mais, la réponse est non. Et qu'il est nécessaire de créer de la richesse avant de pouvoir la distribuer. Donc, dans la notion de ruissellement, est-ce que c'est la création de richesse qui permet de pouvoir augmenter les salaires? Je le crois. En fait, croire que sans créer de richesse, on peut augmenter les salaires et on peut développer des services publics, c'est une hérésie. Et en même temps, il faut s'assurer que quand la richesse, elle soit créée, elle soit répartie de façon assez équitable. Je suis plutôt dans le positionnement qu'a la CFDT, qui est un d'accord. tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire, quand on crée de la richesse, un tiers est distribué pour les actionnaires. Un tiers est distribué ou mis en œuvre pour le développement, la recherche de l'entreprise et l'investissement. Et un tiers est redistribué aux salariés. Je suis vraiment favorable à ce tiers-là. Et alors, qui crée la richesse? Ben, en fait, les personnes qui créent la richesse, c'est les salariés, c'est les actionnaires dans leur stratégie d'investissement qui permettent de pouvoir investir, de pouvoir avancer. C'est aussi euh, l'ensemble qu'on s'appelle de la chaîne. Mais il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas d'actionnaires. Il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas de salariés. Il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas de clients. Et à la question de créer la richesse, c'est les salariés, bien entendu. Et les salariés doivent avoir une répartition euh, sur une répartition sur ce qu'ils font. Mais là, je vois, ça fait, on parle des rentiers, des gens qui investissent, mais ça me fait penser à un petit sujet de la presse. Les personnes qui disent, moi, je suis journaliste, je veux pas qu'il y ait d'actionnaires. Mais mec, si tu es journaliste et que tu veux pas qu'il y ait d'actionnaires, c'est simple. Tu crées ton propre journal et tu mets ton argent. À un moment donné, il y a des gens qui investissent, c'est normal qu'ils aient un retour sur leur investissement, mais pas au détriment des salariés. Ou sinon, si tu veux pas, ben, ouais, tu fais des scopes, tu fais des investissements toi-même, et tu assumes le fait que ça puisse se casser la figure. Parce qu'à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui investit, si ça se passe mal, c'est pas le salarié qui est impacté par la perte d'argent, c'est l'actionnaire. L'actionnaire prend aussi un risque. Et je pense pas qu'il faut voir aussi de façon négative l'actionnaire. Il faut voir dans sa globalité et il faut se battre. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important sur une équité dans la Ap- redistribution de la richesse créée. Après, là, je rebondirai sur... là, tu as parlé des journalistes. Je trouve que le journalisme, c'est peut-être le contre-exemple pour les actionnaires. Les actionnaires qui investissent dans le journalisme, quand ils investissent dedans, quand on investit dans le journalisme, on sait que c'est pas forcément pour y gagner de l'argent. Quand tu investis dans le journalisme, généralement, on y perd plus d'argent qu'on y gagne aujourd'hui. Notamment, bah, on va parler de la presse papier, par exemple. Est-ce que investir dans le journalisme, par-delà, bah, du coup, cette logique qui ne s'applique pas, c'est pas plus à effet
d'influer idéologiquement la ligne journalistique. Est-ce que, on a vu que c'était le cas, le JDD qui est passé d'un actionnaire majoritaire à un autre ou des choses comme ça, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est plus autre chose que juste gagner de l'argent, mais plus au contraire davantage influer, influencer, je dirais. Mais le sujet est intéressant et important. Rappeler, on tend à l'oublier et je peux comprendre aussi que c'est, source de stress pour les journalistes, que si demain l'entreprise ou du moins le journal est racheté par, un journaliste sur lequel, enfin excuse-moi, je vais faire la phrase parce que c'est pas français. Si un journal est racheté par un actionnaire pour lequel le journaliste considère qu'il ne partage pas les mêmes valeurs, il peut faire valoir sa clause de départ. Voilà, il dit: «Voilà, je suis pas du tout d'accord avec la personne qui rachète et donc par défaut, je refuse de travailler pour ce journal». Alors ça crée un autre souci, c'est-à-dire quand il part du journal, il se retrouve sans emploi et j'entends l'inquiétude que ça peut créer et le stress, l'angoisse que ça peut avoir. Mais il y a une demande, de certains journalistes de dire: «Ben moi, je veux être décisionnaire de l'actionnaire». En gros, je suis salarié et je veux m'assurer que l'actionnaire, ben, je suis d'accord s'il peut être présent ou pas présent. Ben, tu comprendras bien que là, ça pose un souci. C'est-à-dire que, à un moment donné, je considère que si le journaliste veut choisir son actionnaire, alors à lui-même d'investir dans le journal. Oui, pour protéger sa ligne éditoriale. Mais du coup, on est d'accord sur le fait que l'actionnaire, il n'y va pas forcément que pour gagner de l'argent, mais aussi pour influencer une ligne, notamment dans le cadre du journalisme. C'était sur ça parce que tout à l'heure tu disais, Tu ne gagnes pas d'argent avec la presse on aujourd'hui. est d'accord, voilà, que ce soit C'est la. c'est c'est une hérésie, mais en même temps, justement, on va prendre à l'inverse. S'il y avait pas des personnes prêtes à perdre de l'argent au travers de la presse, il y aurait beaucoup moins de presse en France. Est-ce que tu peux répéter? J'ai pas. Aujourd'hui, si les actionnaires n'étaient pas prêts à s'engager pour perdre de l'argent, pour mettre en avant leurs idées, il y aurait beaucoup moins de presse. Ah bah bien sûr. Et pareil, s'il n'y avait pas les subventions de l'État. Pour certains journaux, Heu, je sais pas si on peut parler de subvention dans le terme, ce mot subvention, mais aujourd'hui la presse est fortement accompagnée en France par oui. l'État pour assurer, et c'est extrêmement important, un pluralisme. Est-ce que moi, je regarde CNews? La réponse est non. Est-ce que je partage les idées de CNews? La réponse est non. Mais en même temps, quelque part, CNews met en avant une vision de la société et c'est important qu'à un moment donné, il y ait plusieurs visions de la société qui soient mises en avant par la presse. C'est ce qu'on appelle le pluralisme, et ce que je dis, c'est que le pluralisme est une chance pour notre pays. Oui, ah bah c'est après c'est sûr que si on regarde au niveau des investissements ou des subventions, enfin je sais pas quel terme tu veux qu'on donne, l'État finance des médias, enfin des presses papier issus de quand même horizons bien divers. Voilà, on peut pas dire que ça finance qu'à gauche, qu'à droite, que au centre ou autre. Enfin, ça finance de manière large. Ça va de Libération au Figaro, ça va de voilà, Le Monde. Enfin, il y a plein de journaux d'horizons différents qui sont financés par l'État. Ça, c'est clair. Mais c'est pour Mais je ça, là, vois, je vois en Castoflex qui dit, Mediapart, ils s'autofinancent, ils ont pas besoin d'actionnaires. Bah, exactement, mais justement, c'est une bonne réponse. En fait, il n'y a pas de réponse unique, il y a des réponses diverses et variées, et en fait, c'est ça la chance de la France et c'est ça aujourd'hui, la possibilité. Si vous êtes pas satisfait, attention après on va me dire: «Tu es un méchant libéral». Beh, si la proposition qui t'est faite ne te convient pas, crée ton propre journal. et alors je rebondis parce que je l'ai pas vu passer. Merci Notizy pour ton sub. T'es passé tout à l'heure, j'ai vu tes messages. Merci beaucoup. Je voulais pas couper la parole à Denis, mais merci. Et je rappelle, n'hésitez pas à aller follow Denis sur sa chaîne. Peut-être combien sur ta chaîne? 1179. Et on n'est pas si loin que toi, en fait, ici. Hein. On est 1093, nous. Attention, Denis, on te rattrape. Oui, Et, en même temps, moi je suis, oh oui, député et bah, j'ai je plein de choses à sais. faire à côté. J'imagine bien, Dé oui. Désolé pour la balle perdue. Ouais, non, mais t'inquiète. Euh, mais qu'est-ce que j'allais dire? Et sur
Sur les médias, alors j'ai vu une question passer. Est-ce que tu penses que la presse en France est encore pluraliste? J'ai vu la question passer, la pose. Vu qu'on est sur le sujet. Oui. Ah oui. Je Est-ce comprends le que sous-entendu. Libération, Mediapart, Les Échos et le JDD ont les mêmes visions politiques? Il Ben me semble voilà, pas. Voilà. voilà. Maintenant, on peut dire que Mediapart et JDD, c'est la même chose, hein. Vous êtes libre de dire ça, mais moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Aujourd'hui, on a en France, et c'est une chance, on a une multitude de presse avec des positionnements politiques qui sont différents, et c'est intéressant. Est-ce que la télé est pluraliste? Oui, oui. Aujourd'hui, il y a des télés plutôt de gauche et des télés plutôt de droite. Et puis il y a aussi l'Arcom qui rappelle à certains, leurs obligations, euh, leurs obligations. Et la réalité, vous dites PTDR, non, etc., etc., allez dire ça assez vite. Ah bah Je là oui, pense pas c'est qu'ils 8. partagent leur opinion. Si ça se trouve, on va se retrouver avec un Hanouna sur Twitch bientôt, vu qu'il sera plus à l'antenne de C8. Si ça se trouve, c'est bien le genre de média sur lequel il peut venir, Hanouna. Mais non, blague à part. Euh, c'est vrai que la télé, certaines disent qu'à part... Enfin, alors ce que j'entends, moi j'entends deux positions différentes. T'as les personnes de gauche, bien de gauche, qui te disent que à la télé, il n'y a rien qui est de gauche, et que France Inter, c'est SOSDEM, donc c'est pas de gauche. Et t'as ceux qui sont bien à droite qui vont te dire à la télé, ben, il y a les deux, il y a de tout, il y a la gauche et la droite, et le service public est trop à gauche. Donc en fait, j'ai l'impression qu'au final, personne ne s'y retrouve vraiment par rapport à sa vision. Je sais pas ce que Ben, t'as. il me semble, mais après c'est un avis personnel et vous pouvez ne pas être d'accord, mais il me semble qu'aujourd'hui il y a toutes les obédiences politiques présentes potentiellement à la télévision. Alors peut-être pas les plus radicales et encore heureux Oui, d'ailleurs, mais il me semble qu'il y a toutes les obédiences. Mais encore une fois, si vous jugez, et vous avez le droit, qu'il n'y a pas de télévision suffisamment à gauche à vos yeux, ben en fait, vous regroupez entre vous, vous mettez un peu d'argent sur la table et vous lancez votre propre télévision. mais c'est ce que fait le média. Ça, C'est ce ça que c'est pourrait ce qu'ils ont s'appeler le tenté de média, faire. par exemple. Voilà. Et Le vous pouvez média. demander après à l'Arcom de pouvoir avoir un créneau. Et puis, vous serez diffusé sur la TNT. Et Et d'ailleurs, puis, ça sera comme C8. On va vous dire, ben, vous n'êtes pas suffisamment équilibré. On vous demande d'équilibrer vos propos. Voilà. et il me semble que le média a fait appel de la décision. D'ailleurs, je sais pas s'il y a déjà eu la réponse ou pas. Mais je crois que le média, ouais, en plus d'avoir essayé, bon, je pense que maintenant le média c'est une question qui va se poser à chaque renouvellement de des canaux. Je pense que le média maintenant va se positionner à chaque fois si ça dure dans le temps. Peut-être que si ça se trouve, la prochaine fois, le média aura droit à sa chaîne, à son créneau sur la TNT, hein, si ça se trouve. On sait. Peut-être, peut-être. Voilà. Donc, si vous, honnêtement, si vous souhaitez que ce genre d'initiative émerge, libre à vous d'aller soutenir ces initiatives avant qu'elles arrivent sur TNT pour qu'elles puissent arriver sur TNT à terme. Parce qu'il y a aussi ça Ah, qui mais rentre en compte. je vois The Coding Bat qui est pas du tout d'accord avec mes propos, mais il faut peut-être se poser la question, The Coding Bat. Vraisemblablement, tu es de gauche. Et je respecte ton positionnement politique. Mais pouvoir transmettre ou pouvoir diffuser une chaîne nécessite un certain nombre d'obligations, comme celle d'un équilibre de positionnement politique. Je ne suis pas persuadé que le média mette en avant d'autres types de réflexions que celles portées par ta famille politique. Et que donc c'est éliminatoire. Est-ce que je suis un grand fan de CNews? Je réponds non. Mais force est de constater que sur CNews, même si ça penche très à droite, il laisse l'opportunité à des gens de gauche de s'exprimer. Je trouve que, d'un point de vue personnel, la manière dont ils se permettent de s'exprimer me pose un problème. C'est pour ça que je ne vais plus sur CNews. Mais ils le laissent.
Tu y es Je déjà ne allé? suis pas persuadé, je ne suis pas persuadé que aux médias, il y ait d'autres personnes que des pros LFI qui puissent être présents. Je rappelle d'ailleurs l'histoire de Chikirou, pour lequel certains journalistes des médias disaient: «Mais attends, madame Chikirou, on n'est pas un organe de propagande de la France insoumise». Voilà et si demain le média souhaite pouvoir être présent, à la télévision, alors il faudra qu'il y ait plus de pluralisme dans les interventions. Mais c'est vrai que tu es déjà allé sur CNews, toi? J'y suis allé, mais j'ai vite arrêté parce que, D'accord, je c'était savais pas. l'incapacité de pouvoir s'exprimer. Je me rappelle avec une personne qui est maintenant devenue députée, Rassemblement national. J'expliquais pour moi, selon moi plutôt, pourquoi l'immigration était une chance pour notre nation et pour le fait qu'il y avait, la capacité de répondre à des besoins sur les territoires au niveau des emplois non pourvus. Et elle m'a répondu: «Quoi? Vous dites que les Français sont des fainéants?» En fait, c'était un sujet qui était complètement côté de la plaque et elle a fait une réponse en une phrase. Ouais. Et j'aurais voulu réagir, j'aurais voulu exprimer, étayer ma pensée Mais et en fait, c'est vraiment, le royaume de la petite phrase CNews et je trouve que c'est vraiment problématique. mais alors là, tu vois, pour le coup, je le mettrais pas que sur le dos de CNews. Le coup des petites phrases pour l'audience, je le globaliserais de plus en plus, aux médias de manière globale et à la télé aujourd'hui. Les petites phrases qui font de l'audience, en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est recherché de manière générale maintenant. Hier matin, là ce week-end, j'ai vu Bompard avec Apolline de Malherbe sur la matinale de BFM. Tu sentais aussi qu'il y avait cette volonté de faire sortir la phrase que tout le monde reprendrait. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui s'inscrit de manière générale maintenant dans les médias. La volonté de faire de la petite phrase, du buzz pour de l'audience. Parce que maintenant, contrairement à avant BFM avait un quasi monopole dans le sens où ils étaient surpuissants, ils étaient premiers, ils étaient devant tout le monde dans le cadre des chaînes d'information. Et maintenant, il y a CNews qui est arrivé, qui passe devant petit à petit. Et je pense qu'il y a une guéguerre qui va peut-être se faire à ce niveau-là sur les audiences. Et la meilleure chose qu'ils ont trouvé pour faire des audiences aujourd'hui, c'est de faire du buzz et des petites phrases. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il y a un peu un dévoiement sur cette piste-là depuis quelques mois, voire les 2 dernières années surtout. Voire plusieurs années, je Ouais, suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, les chaînes de télévision en continu sont des chaînes, les chaînes d'information en continu sont pour moi plutôt des chaînes qui sont pas forcément d'information, pour certaines d'entre elles, mais plutôt, des chaînes, de conviction, politique, pour lequel on est là pour faire de la petite phrase, pour passer sur les réseaux sociaux et non pas pour, vraiment construire un débat et je vois la remarque là, d'ailleurs les clients une remarque qui dit: «Ouais, vous voulez faire venir des migrants pour, faire du Deliveroo». Ben, en fait, la personne qui dit ça et en fait, je vais être un peu taquin avec elle, sort un peu de Paris. Parce que sur nos territoires, Deliveroo, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sur nos territoires, par contre, on a pas mal d'entreprises dans lesquelles on manque de bras et je te le dis avec, tout le respect que j'ai pour toi, on peut avoir des migrants sans arriver sur le territoire en les accueillant de la meilleure des façons possibles pour répondre aux besoins de nos territoires et dire à quelqu'un: «Tu es un migrant et en fait, on va te donner un travail», je pense que c'est la première des actions à faire lorsqu'on veut assurer une intégration positive. Le travail, c'est pas quelque chose qui est négatif, c'est quelque chose qui permet de comment dire? Une intégration dans la société et quand à la machine à café, tu parles avec d'autres personnes, tu crées des liens. Beaucoup plus que quand on te dit: «Bah, tiens, tu vas aller dans tel quartier de Paris ou de à côté de Paris, des différentes communes qui peuvent toucher, Paris et on va te mettre dans ton immeuble». Mais la loi immigration, cher ami, l'article 1, c'est la légalisation ou du fait de pouvoir donner plus de papiers à des personnes qui arrivent sur le territoire national pour travailler, ou du moins qui sont présents et qui peuvent travailler. Donc, je vous encourage à lire l'intégralité du texte avant de juger. Sortez et c'est vraiment mon dernier mot parce que je vais devoir vous laisser à 10 heures, j'ai une audition, mais sortez des petites phrases des réseaux sociaux. Prenez le texte, lisez le texte dans sa globalité, exprimez vos désaccords sur certains points. Je peux entendre qu'il y ait des désaccords sur certains points et moi-même, j'étais en désaccord avec sur certains points, mais en même temps, il y avait des
choses positives dans ce texte-là. Et du coup, bah, pour te laisser, je vais te poser bon, une dernière question, au moins je te libère juste après pour ta commission. Bon, on sait que EPR étant le groupe majoritaire de la majorité, il n'y a pas de niche EPR. Si demain il devait y avoir une niche pour le groupe EPR, quelle serait pour toi la loi à faire adopter ou à faire passer en niche? Pour toi, à tes yeux, quel texte serait la loi ou le texte à faire passer en priorité pour toi? Voilà. Et je te laisserai Je sur ne ça. sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui, quelle serait la loi, si je pouvais, je dirais la loi pour rendre les gens heureux, mais malheureusement, elle n'existe pas, sinon je l'aurais déjà déposée, mais je ne sais pas et on verra, éventuellement ce qui est proposé. D'accord. Mais écoute, ben, Reconnaissance de l'État palestinien, moi je suis pas en désaccord avec, un travail pour la reconnaissance de l'État palestinien. Je suis favorable à la solution à 2 États, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à voir comment elle est tournée. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, si demain il y a ce type de texte, elle sera dans la radicalité. J'avais déjà réagi, par le passé. Il y avait une loi qui était pour, définir, l'apartheid, sur le territoire, d'Israël, je crois, ou un truc comme ça. En fait, on est dans la radicalité. bah, tu vois, je m'attendais à ce que tu dises peut-être la simplification, une loi de simplification ou la fin de vie. Je m'attendais à ce que tu parles de la fin de vie peut-être pour le coup, tu vois. Ouais, mais en fait, peut-être parce que je suis un peu trop techno sur le sujet, c'est Ouais. qu'en fait, une loi de simplification, une loi de vie, ça peut pas être fait dans une niche parlementaire. Oui. C'est-à-dire que la niche parlementaire, c'est une journée et la simplification, ça serait une erreur de croire qu'en 3 heures, on Ah puisse bah, je avancer suis sur le d'accord. sujet et fin de vie, ça serait impossible qu'en en une demi-journée, on puisse, Se mettre avancer d'accord. dessus. Voilà, donc en fait, j'ai été très techno en prenant en compte ce critère-là. Ah bah, je vois ça. Et sinon, si on oublie le critère de la niche. Ah beh, fin de vie, pour moi, c'est vraiment la loi, sur lequel je souhaite qu'on puisse, aboutir dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est vraiment, une loi pour moi, extrêmement important. D'accord. Bah écoute, Sur ce, moi, je vous aime bien, ouais. mais, j'ai rendez-vous dans 5 minutes et il faut que je change de bâtiment. Merci beaucoup pour les échanges. Merci Drakeos. Merci Peut-être à toi. à ce soir et puis, Peut-être, bah, ouais. toi, j'imagine que tu continues à stream, c'est ça? Ouais, là, je vais continuer jusqu'à midi au moins. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de t'être rendu disponible pour cette première sur la chaîne. Merci de Au ta... plaisir de pouvoir le refaire une prochaine fois, mais peut-être avec une meilleure organisation. Au début, oui, c'est sûr. Super, ben merci à toi et puis, bon courage, M- pour la suite du stream. À bientôt, salut. Merci, à bientôt.